Mise à la porte à l'adolescence à cause de fausses rumeurs répandues par ma sœur préférée. Des années plus tard, mes parents voient mon succès et exigent de l'argent. J'ai eu 32 ans le mois dernier, et j'ai beaucoup réfléchi à quel point ma vie aurait pu être différente, si seulement mes parents avaient pris la peine de me poser une simple question à l'époque, quand j'avais 17 ans. Une seule question. C'est tout ce qu'il aurait fallu. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont jamais fait. En grandissant, j'avais une sœur nommée Vanessa, qui avait 3 ans de plus que moi. Dès l'instant où elle a su parler, mes parents l'ont traitée comme si elle avait décroché la lune. Des notes parfaites, des cheveux parfaits, tout était parfait. Pendant ce temps, moi, j'étais le gamin qui aimait travailler sur les voitures dans le garage et traîner avec mes potes au skatepark. Pas exactement ce que mes parents avaient en tête pour leur fils. Le favoritisme a commencé très tôt. Quand Vanessa voulait des leçons de piano, elle les obtenait. Quand j'ai demandé si je pouvais suivre des cours de mécanique automobile, j'ai eu droit à un sermon sur le gaspillage de mon potentiel. Quand Vanessa était au tableau d'honneur, nous allions dîner dans ce steakhouse chic du centre-ville. Quand j'ai intégré l'équipe de baseball du lycée en seconde, mon père a simplement hoché la tête, avant de retourner à la lecture de son journal. J'ai appris assez vite que rien de ce que je faisais ne serait jamais assez bien pour eux. Alors, j'ai arrêté d'essayer de les impressionner, et j'ai simplement tracé ma propre route. J'avais de bons amis, je jouais au baseball, et je travaillais à temps partiel dans un garage local, où le propriétaire m'a tout appris sur les moteurs. La vie n'était pas parfaite, mais c'était la mienne. Vanessa, en revanche, ne supportait pas que je sois heureux. Elle était partie à l'université avec une bourse d'excellence, pour étudier la médecine, l'enfant prodige faisant des choses d'enfant prodige. Mais apparemment, ça ne lui suffisait pas. Elle avait besoin que tout le monde la vénère, en particulier nos parents. Et le fait que je me fiche de ses réussites a dû la rendre folle. Les choses ont vraiment mal tourné pendant l'été, juste avant ma dernière année de lycée. Je travaillais à plein temps au garage, économisant de l'argent pour acheter ma première voiture. Rien d'extraordinaire, juste un vieux Ford Ranger abîmé qui nécessitait des réparations. Mais il allait être à moi, payé avec mon propre argent. J'en étais fier. Un week-end, Vanessa est rentrée de l'université pour une visite. J'étais dans le garage, en train de travailler sur un carburateur, quand elle est entrée. Elle avait cette expression étrange sur le visage, comme si elle préparait quelque chose. J'aurais dû savoir à ce moment-là que les ennuis arrivaient. Elle a commencé à me poser des questions sur le travail, sur les gars avec qui je traînais, sur une fille nommée Ashley que je fréquentais. Des trucs normaux entre frères et sœurs, du moins c'est ce que je pensais. J'ai répondu à ces questions parce que, honnêtement, j'essayais de faire la conversation. Nous n'étions pas proches, mais nous n'étions pas ennemis non plus. Du moins, c'est ce que je croyais. Le lendemain, tout a changé. Je suis rentré du travail couvert de graisse et d'huile, ce qui était assez normal pour moi. Ma mère était dans la cuisine en train de préparer le dîner, et mon père était dans son bureau. Vanessa était assise à la table de la cuisine avec son ordinateur portable. Et quand je suis entré, elle a levé les yeux vers moi avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Une satisfaction pure, mêlée à quelque chose de plus sombre. Ma mère s'est retournée et m'a simplement fixé. Ce n'était pas le regard des approbateurs habituels auquel j'étais habitué, mais quelque chose de pire. De la peur, mêlée à du dégoût. C'est là que j'ai su que quelque chose n'allait vraiment pas. Avant que je puisse demander ce qui se passait, mon père est sorti de son bureau en trombe. Son visage était rouge et il tenait son téléphone comme s'il voulait me le jeter dessus. J'avais déjà vu mon père en colère, mais là, c'était différent. C'était de la rage. Il a commencé à me crier dessus, me traitant de menteur, de voleur, et de honte pour la famille. Je suis resté là, complètement confus, lui demandant de quoi il parlait. C'est à ce moment-là que Vanessa a pris la parole. Elle a dit à mes parents qu'elle avait découvert que je vendais de la drogue à l'école. Pas seulement que j'en consommais, mais que j'en vendais à d'autres élèves. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Je connaissais à peine des gens qui faisaient ça, et encore moins qui en vendaient. J'ai essayé de me défendre, leur disant que ce n'était pas vrai, que je n'avais aucune idée de quoi Vanessa parlait. Mais mon père n'écoutait pas. Il continuait de hurler qu'il avait élevé un criminel, que j'allais détruire la réputation de la famille. Apparemment, Vanessa leur avait montré de faux messages textes, qui semblaient provenir de mon téléphone. Des messages parlant de rendez-vous, d'argent,
utilisant des mots de code que n'importe qui aurait pu associer à du trafic. Les messages semblaient suffisamment réels pour que mes parents croient chaque mot. Je les ai suppliés de me laisser expliquer, de vérifier mon vrai téléphone, de parler à mes amis ou à mon patron au garage, n'importe quoi pour prouver mon innocence. Mais ma mère s'est juste mise à pleurer, disant qu'elle ne savait plus qui j'étais. Mon père m'a dit que j'avais 1 heure pour faire mes bagages et quitter sa maison. 1 heure. C'est tout ce que j'ai eu. À 17 ans, j'avais 1 heure pour décider où allait le reste de ma vie. J'ai essayé une dernière fois de leur dire la vérité, mais Vanessa est intervenue avec d'autres mensonges. Elle a dit qu'elle m'avait vu avec un sac plein d'argent, que j'agissais de manière suspecte depuis des mois, qu'elle s'était inquiétée pour moi mais ne savait pas comment leur dire. Chaque mot qui sortait de sa bouche était une pure fiction. Mais mes parents ont tout gobé. Le pire, c'était le regard sur le visage de Vanessa pendant que tout cela se passait. Elle n'était ni contrariée ni inquiète. Elle appréciait la scène. Chaque seconde de ma destruction. Elle adorait ça. C'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas un malentendu. C'était planifié. Elle m'avait délibérément piégé. Je suis monté à l'étage et j'ai jeté tout ce que je pouvais dans mon sac à dos et un sac de sport. Des vêtements, mon ordinateur portable, quelques photos, l'argent que j'avais économisé pour ce camion. Tout tenait dans 2 sacs, car apparemment, c'est à cela que se résumaient mes 17 années de vie. Quand je suis redescendu, mes parents attendaient près de la porte. Mon père avait les bras croisés et ma mère pleurait toujours. J'ai regardé Vanessa une dernière fois, espérant voir une fissure dans sa façade, un signe qu'elle se sentait ne serait-ce qu'un peu coupable. Rien. Elle est juste restée assise à la table de la cuisine, me regardant partir comme si c'était la chose la plus normale du monde. J'ai franchi cette porte et je n'ai pas regardé en arrière. Je n'avais nulle part où aller et environ 800 $ en poche. Bienvenue dans la vie d'adulte, n'est-ce pas? Les premières nuits, j'ai dormi dans le sous-sol de mon pote Jason. Ses parents ne savaient pas que j'étais là, et j'ai fait en sorte que ça reste ainsi. Pendant la journée, j'allais travailler au garage comme si de rien n'était. Mon patron, un homme plus âgé nommé Frank, a remarqué que quelque chose n'allait pas. Il n'a pas insisté, mais il gardait un œil sur moi. Au bout d'une semaine environ, Frank m'a pris à part et m'a demandé sans détour si je vivais dans la rue. J'ai essayé de balayer ça d'un revers de main, mais il a vu clair dans mon jeu. Il m'a dit qu'il avait un petit appartement au-dessus du garage qu'il utilisait comme débarras. Il a dit que si je le voulais, je pouvais y rester sans payer de loyer, tant que je l'aidais avec quelques projets supplémentaires le week-end. J'ai failli pleurer, là, en plein milieu du garage. Au lieu de ça, j'ai simplement hoché la tête et je l'ai remercié. Cet appartement est devenu ma maison pour l'année suivante. Ce n'était pas grand-chose, juste une chambre, une salle de bain et une minuscule cuisine, mais c'était à moi. Frank est devenu plus une figure paternelle pour moi en ces quelques mois que mon propre père ne l'avait été en des années. Ma dernière année de lycée a été brutale. Le bruit avait couru à l'école sur ce qui s'était passé, Vanessa s'en était assurée. Elle l'a raconté à notre famille élargie, à nos voisins, à quiconque voulait bien l'écouter, que j'avais été mis à la porte pour trafic de drogue. Certaines personnes l'ont cru, d'autres non. Mais le mal était fait. Ashley, la fille que je fréquentais, a rompu avec moi le jour où elle l'a appris. Elle a dit que ses parents ne voulaient pas qu'elle sorte avec quelqu'un comme moi. Ça a fait plus mal que ce à quoi je m'attendais. Mais mes vrais amis, ceux qui me connaissaient vraiment, sont restés. Jason, Tyler et quelques autres de l'équipe de baseball m'ont soutenu. J'ai terminé le lycée tout en travaillant à plein temps au garage. Frank m'a aidé à remplir des dossiers d'inscription pour l'université, mais je n'avais ni l'argent ni les notes pour obtenir de bonnes bourses. Ma moyenne n'était pas mauvaise, juste pas assez bonne pour les écoles que je visais. Alors, j'ai fait un choix différent. J'ai décidé de ne pas aller à l'université et d'apprendre un métier. Frank m'apprenait tout ce qu'il savait sur la mécanique automobile, et je devenais bon dans ce domaine. Vraiment bon. Je pouvais diagnostiquer des problèmes de moteur plus rapidement que des gars qui faisaient ça depuis des décennies. Il s'est avéré que toutes ces années à être qualifié de déception parce que j'aimais les voitures m'avaient en fait donné une vraie compétence. À 19 ans, j'étais le meilleur mécanicien de Frank. Il me payait bien, et j'économisais chaque centime que je pouvais. J'ai acheté ce vieux Ford rangé que je voulais et je l'ai réparé jusqu'à ce qu'il roule comme un neuf. Il n'était pas beau, mais il était fiable, bien plus que ce que je pouvais dire de ma famille.
travailler au garage m'a appris plus que la simple réparation de voitures. Franck m'a montré comment gérer une entreprise, comment parler aux clients, comment instaurer la confiance. Il me signalait quand je bâclais un travail ou quand je devais vérifier 2 fois ce que j'avais fait. Il ne m'a jamais parlé de haut ni ne m'a fait sentir stupide de poser des questions. Il m'enseignait simplement, avec patience, jusqu'à ce que je réussisse. Les clients ont commencé à me demander spécifiquement pour leur réparation. Franck plaisantait en disant que je lui volais son commerce, mais je voyais bien qu'il était fier. Certains habitués entraient et demandaient si le gamin avec le Ranger travaillait ce jour-là. Il me faisait confiance, ce qui signifiait tout pour un jeune de 19 ans à qui on avait dit toute sa vie qu'il était une déception. Je n'ai pas eu de nouvelles de mes parents ou de Vanessa pendant les 3 années qui ont suivi mon départ. Silence radio. Une partie de moi voulait qu'ils me contactent, qu'ils s'excusent, qu'ils admettent qu'ils avaient eu tort, mais ils ne l'ont jamais fait. Finalement, j'ai arrêté d'attendre. Je me suis construit une vie sans eux. Le premier Noël après mon départ a été difficile. Franck m'a invité à le passer avec sa famille, mais je lui ai dit que ça allait. J'ai fini par travailler sur mon camion dans le garage toute la journée, juste pour m'occuper. Jason est passé avec de la nourriture que sa mère avait préparée. Il n'a pas dit grand-chose, il s'est juste assis avec moi pendant que je travaillais. C'est ce que font les vrais amis. Au moment de mes 20 ans, j'avais commencé à réaliser quelque chose d'important. Mes parents m'avaient mis à la porte en pensant que j'échouerais. Ils s'attendaient probablement à ce que je revienne en rampant, admettant que j'avais besoin d'eux. Mais chaque mois qui passait, où je payais mes propres factures et gérais mes propres problèmes, était la preuve que je n'avais pas besoin d'eux. Cette indépendance était plus gratifiante que n'importe quelle excuse qu'ils auraient pu me donner. Quand j'ai eu 21 ans, Franck m'a proposé de devenir son associé dans le garage. Il a dit qu'il vieillissait et qu'il voulait quelqu'un de confiance pour l'aider à gérer l'entreprise. Je n'arrivais pas à y croire. Nous avons rédigé les papiers, nous avons officialisé les choses. La moitié de l'entreprise était à moi. Le gamin décevant, mis à la porte à 17 ans, possédait maintenant la moitié d'un atelier de réparation automobile. Le jour où nous avons signé les papiers du partenariat, Franck m'a emmené déjeuner. Il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a dit que parfois, la pire chose qui vous arrive finit par être la meilleure, parce qu'elle vous force à découvrir qui vous êtes vraiment. Il a dit qu'être mis à la porte à 17 ans était terrible, mais que cela avait fait de moi quelqu'un qui savait travailler dur et apprécier ce qu'il avait. Il avait raison. Les affaires marchaient bien, vraiment bien. Franck s'était bâti une solide réputation au fil des ans, et j'attirais une clientèle plus jeune qui appréciait que nous ne leur parlions pas de haut et que nous ne surfacturions pas pour des réparations simples. Nous étions honnêtes, nous étions rapides, et nous connaissions notre métier. Le garage est devenu plus qu'un simple lieu de travail pour moi. C'était la preuve que je pouvais construire quelque chose de réel. Chaque client satisfait était comme un doigt d'honneur de plus à tous ceux qui m'avaient enterré. Je ne faisais pas que réparer des voitures. Je bâtissais un héritage. J'ai commencé à prendre des projets spéciaux, des restaurations de voitures de collection. Il y avait beaucoup d'argent à se faire là-dedans, et j'adorais ce travail. Prendre une vieille Chevrolet rouillée des années 60 et lui redonner vie, c'était satisfaisant d'une manière que rien d'autre ne pouvait égaler. La première restauration que j'ai faite était une Impala de 1965 qu'un type avait trouvée dans la grange de son grand-père. Elle était couverte de poussière. Les pneus étaient à plat et des souris avaient fait leur nid dans le compartiment moteur. La plupart des gens l'auraient regardée et auraient vu une épave. Moi, j'y ai vu du potentiel. Ça m'a pris 4 mois, en travaillant les soirs et les week-ends. Mais quand j'ai eu fini, cette voiture avait l'air de sortir tout droit de la salle d'exposition. Le propriétaire a pleuré quand il l'a vue. C'est là que j'ai su que j'avais trouvé ma vocation. On a commencé à parler de cette Impala. Les gens ont commencé à m'apporter leurs projets de voiture, les vieux camions de leur père, les restaurations de leurs rêves. Chacun était un défi, et j'adorais ça. Ce n'était pas seulement du business. C'était de l'art. À 23 ans, le secteur de la restauration rapportait plus d'argent que les réparations courantes. Nous avions une liste d'attente de 6 mois. J'ai embauché des mécaniciens pour s'occuper du travail habituel, afin que je puisse me concentrer sur les restaurations. J'ai acheté de meilleurs équipements, de plus beaux outils, j'ai agrandi notre espace de travail. Franck restait là à regarder, le sourire aux lèvres. Il avait bâti cet endroit à partir de rien il y a 40 ans,
et maintenant il le voyait devenir quelque chose d'encore plus grand. À 25 ans, Franck était prêt à prendre sa retraite. Il m'a vendu sa moitié de l'entreprise pour bien moins que ce qu'elle valait. Il a dit que je l'avais mérité. Le garage était à moi. Je l'ai rebaptisé, j'ai modernisé l'équipement, j'ai embauché 2 autres mécaniciens, et j'ai continué à construire. Le changement de nom était important pour moi. Franck voulait que je garde son nom, mais je l'ai convaincu de me laisser l'appeler Legacy Autowork. Legacy, héritage, parce que je construisais quelque chose qui allait durer. La vie était stable. J'avais une petite maison que j'avais achetée, une entreprise florissante, de bons amis, et une petite amie nommée Rachel qui tenait vraiment à moi. Je n'étais pas riche, mais je m'en sortais bien. Rachel travaillait comme infirmière à l'hôpital local. Nous nous étions rencontrés quand sa voiture était tombée en panne. Je l'ai réparée le jour même, sans la surfacturer, et quand elle est venue la chercher, nous avons parlé pendant 2 heures. C'est elle qui m'a invité à sortir. La meilleure décision que j'ai jamais prise. Elle a été la première personne à qui j'ai raconté toute l'histoire, à propos de Vanessa, du fait d'avoir été mis à la porte, tout. Elle ne m'a pas jugé ni dit que je devrais essayer de faire la paix avec ma famille. Elle a juste écouté, m'a tenu la main, et m'a dit que j'étais plus fort que la plupart des gens qu'elle connaissait. Cette nuit-là, j'ai réalisé que je pouvais peut-être faire entièrement confiance à quelqu'un. C'était un sentiment que je n'avais pas éprouvé depuis des années. Puis les réseaux sociaux sont arrivés. Je n'avais jamais été un grand fan de ces trucs, mais Rachel m'a convaincu de commencer à publier des photos des projets de restauration sur lesquels je travaillais. Juste des photos des voitures, de l'avancement, ce genre de choses. Je n'essayais pas de devenir un influenceur ou quoi que ce soit. Je pensais juste que ce serait peut-être bon pour les affaires. Le premier post que j'ai fait était celui d'une Camaro de 1969 que je restaurais. Juste une simple photo avant et après. En une semaine, elle avait été partagée une centaine de fois. Les gens commentaient, posaient des questions, voulaient en savoir plus sur le processus. J'étais perplexe. C'était juste une voiture sur laquelle je travaillais. Rien de spécial à mes yeux, mais apparemment, les gens adoraient voir la transformation. Rachel m'a convaincu de continuer à publier, alors je l'ai fait. Je prenais des photos de ce sur quoi je travaillais, j'écrivais une petite légende sur ce que je faisais, et je le postais. Les gens semblaient vraiment aimer ce regard en coulisses sur le travail de restauration. Ils voulaient voir les parties sales et difficiles, pas seulement le produit fini. Alors, c'est ce que je leur ai montré. La rouille, les pièces cassées, les défis, tout. Il s'est avéré que les gens aimaient vraiment regarder de vieilles voitures se faire reconstruire. Mes publications ont commencé à être de plus en plus partagées, et avant que je m'en rende compte, j'avais quelques milliers d'abonnés, puis quelques-uns de plus. Les nouvelles locales ont fait un reportage sur le garage et le travail de restauration. Une des voitures de collection que j'avais restaurée a remporté un prix lors d'un salon automobile régional. L'attention était inattendue, mais bienvenue. Le salon automobile a été un tournant. J'avais inscrit une Plymouth Barracuda de 1970 sur laquelle j'avais passé 8 mois. Le propriétaire l'avait trouvée dans un champ, à peine reconnaissable comme une voiture. J'avais entièrement reconstruit le moteur, remplacé tout l'intérieur, réparé toute la rouille, et l'avais repeinte dans sa couleur d'origine. Quand ils ont annoncé qu'elle avait remporté le prix de la meilleure voiture du salon, j'ai été sincèrement choqué. Je concourais contre des gars qui faisaient ça depuis des décennies. Cette victoire a attiré encore plus l'attention. Un magazine sur les voitures de collection m'a contacté et m'a demandé s'il pouvait présenter la Barracuda. J'ai dit oui sans hésiter. Quand l'article est sorti, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner pendant une semaine. Des gens de 3 États différents appelaient, voulant que je restaure leur voiture. J'ai dû commencer à refuser des projets parce que je ne pouvais pas suivre la demande qui affluait de partout. Tout s'est enchaîné assez vite à partir de là. J'ai été invité à parler dans une école professionnelle sur la valeur de l'apprentissage des compétences mécaniques. Quelques autres magazines ont présenté mon travail. Les passionnés de voitures ont commencé à faire des pèlerinages au garage juste pour voir sur quoi je travaillais. C'était surréaliste. Mais voilà, le succès n'était pas ce qui comptait le plus pour moi. Ce qui comptait, c'est que je l'avais bâti moi-même, chaque morceau, à partir de rien, sans l'aide des personnes qui étaient censées me soutenir. Ce succès était le mien, gagné par ma propre sueur et ma détermination. Personne ne pouvait me l'enlever. Je n'étais pas célèbre, ni même proche de l'être.
Mais j'avais construit quelque chose de réel, quelque chose dont j'étais fier, et je l'avais fait sans l'aide ou l'approbation de ma famille. C'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de réapparaître. J'étais au garage en train de travailler sur une Mustang de 1967 quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu, mais j'ai répondu quand même, car parfois les clients appellent depuis des téléphones différents. C'était ma mère. Sa voix semblait plus vieille, plus tremblante que dans mon souvenir. Elle a dit mon nom comme une question, comme si elle n'était pas sûre que j'allais vraiment répondre. Pendant une seconde, j'ai pensé à raccrocher, mais la curiosité l'a emporté. Elle s'est mise à parler vite, me racontant qu'elle avait vu l'un des articles sur le garage. Elle a dit qu'elle était si fière de ce que j'avais accompli. Fière. Ce mot, sortant de sa bouche après 8 ans de silence, sonnait comme une blague. Je lui ai demandé pourquoi elle appelait après tout ce temps. Il y a eu une pause, puis elle a fait ce truc qu'elle avait l'habitude de faire, où elle essayait de faire paraître quelque chose anodin alors que ça ne l'était absolument pas. Elle a dit qu'elle et mon père avaient des problèmes financiers, des factures médicales. Apparemment, mon père avait des problèmes de santé et leur assurance ne couvrait pas tout, ils avaient épuisé la plupart de leurs économies. Elle voulait savoir si je pouvais peut-être les aider. L'audace de sa demande m'a fait rire. J'ai vraiment ri. Voilà ma mère, qui m'avait mis à la porte à 17 ans sur la base de mensonges, qui avait cru le pire de moi sans poser de questions, qui m'appelait pour de l'argent comme si les 8 dernières années n'avaient pas existé. Je lui ai demandé si elle se souvenait pourquoi j'étais parti. Elle est redevenue silencieuse, puis a dit quelque chose comme quoi ils avaient peut-être été trop durs, mais qu'ils essayaient juste de protéger Vanessa et de faire ce qui était juste. Pas une excuse, pas un aveu qu'ils avaient eu tort, juste des prétextes enrobés de faibles justifications. Je lui ai dit que j'avais besoin de réfléchir et que je la rappellerais. Je ne me suis engagé à rien. Je voulais juste raccrocher avant de dire quelque chose que je regretterais. Ou peut-être que je voulais dire tout ce que j'avais gardé pour moi pendant 8 ans. Je n'étais pas encore sûr. Après avoir raccroché, je suis resté assis là, dans mon garage, entouré d'outils et de pièces de voiture, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Rachel m'a trouvé là 1 heure plus tard. Je lui ai tout raconté, toute l'histoire que je ne lui avais jamais entièrement partagée auparavant. Elle a écouté, m'a tenu la main, puis a dit quelque chose qui m'a surpris. Elle a dit que je devrais aller les voir. Non pas pour leur donner de l'argent ou pour faire la paix, mais pour obtenir une forme de conclusion, pour les regarder dans les yeux et leur dire exactement comment leur choix avait affecté ma vie. Elle a dit que j'avais passé 8 ans à construire une vie sans eux, mais que je n'avais jamais vraiment fait face à ce qu'ils avaient fait. Il était peut-être temps. J'y ai pensé pendant quelques jours. Une partie de moi voulait simplement ignorer l'appel et continuer ma vie. Mais Rachel avait raison. J'avais cette colère que je portais en moi, et il était peut-être temps de la déposer. Pas pour eux, mais pour moi. J'ai rappelé ma mère et lui ai dit que je viendrais leur rendre visite. Juste une visite. Je n'ai rien promis concernant l'argent. Elle a semblé soulagée. Trop soulagée. Et ça aurait dû être mon premier indice sur ce qui se passait vraiment. Le trajet jusqu'à leur maison semblait surréaliste. Je n'étais pas retourné dans ce quartier depuis 8 ans. Tout semblait plus petit, moins important qu'avant. Leur maison avait besoin de travaux. La peinture s'écaillait. Le jardin était en friche. Et l'endroit tout entier avait l'air usé. Ma mère a ouvert la porte. Elle avait vieilli plus que je ne l'imaginais, plus de cheveux gris, des rides plus profondes autour des yeux. Elle a essayé de me serrer dans ses bras, mais j'ai reculé. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Elle a eu l'air blessée, mais n'a pas insisté. Nous sommes entrés. Mon père était assis dans son fauteuil dans le salon. Il avait l'air plus vieux aussi, plus mince. Il m'a fait un signe de tête, mais ne s'est pas levé. Aucune tentative de câlin de sa part, ce qui était probablement mieux ainsi. Nous nous sommes assis dans leur salon. Cet espace, qui me paraissait si grand quand j'étais enfant, semblait maintenant juste exigu et démodé. Ma mère m'a offert quelque chose à boire. J'ai dit, non, je ne suis pas là pour une visite de courtoisie. Je leur ai demandé directement pourquoi ils m'avaient vraiment appelé. Ma mère a commencé avec la même histoire de factures médicales et de problèmes financiers. Je l'ai laissé finir. Puis j'ai posé la question pour laquelle j'étais venu. Ont-ils jamais découvert la vérité sur ce que Vanessa avait fait? Le silence qui a suivi m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Mon père s'est agité sur sa chaise, mal à l'aise.
Ma mère a regardé ses mains. Aucun d'eux ne voulait croiser mon regard. Il s'est avéré qu'ils l'avaient découvert. Environ 2 ans après mon départ, Vanessa avait eu des ennuis à la faculté de médecine. Elle avait été surprise en train de falsifier des données de recherche pour un projet. Lorsque l'université a enquêté, ils ont trouvé un schéma de comportement, mensonge, manipulation de situation à son avantage, accusé d'autres étudiants pour se faire bien voir. L'université a appelé mes parents en tant que contact d'urgence. Au cours de cette conversation, Vanessa aurait craqué et admis qu'elle avait fait des choses similaires auparavant, y compris ce qu'elle m'avait fait. Mes parents savaient depuis 6 ans que j'étais innocent. 6 ans. Et ils n'avaient jamais, pas une seule fois, cherché à s'excuser ou à essayer de réparer les choses. Je leur ai demandé pourquoi ils ne m'avaient pas appelé quand ils l'ont su. Ma mère s'est mise à pleurer, disant qu'ils avaient honte, qu'ils ne savaient pas comment me faire face après ce qu'ils avaient fait. Mon père a dit qu'il pensait que j'étais passé à autre chose et que je ne voudrais de toute façon pas avoir de leurs nouvelles. Des lâches. C'est ce qu'ils étaient. Ils avaient été trop embarrassés et trop fiers pour admettre qu'ils avaient eu tort, alors ils ont simplement fait comme si ça n'était jamais arrivé. Et maintenant, 6 ans plus tard, ils n'appelaient que parce qu'ils avaient besoin d'argent. J'ai demandé où était Vanessa maintenant. Mon père a dit qu'elle avait quitté la faculté de médecine après le scandale et avait déménagé à l'autre bout du pays. Il n'avait quasiment plus de nouvelles d'elle. Elle les avait essentiellement abandonnées dès qu'elle ne pouvait plus les utiliser pour soutenir son image parfaite. L'ironie ne m'a pas échappé. L'enfant prodige qu'ils avaient protégé et cru les avait jetés à la seconde où c'était pratique. Pendant ce temps, le fils qu'ils avaient mis à la porte avait bâti une entreprise prospère et une belle vie sans eux. Ma mère a recommencé à parler des factures médicales, revenant à la raison pour laquelle ils avaient vraiment appelé. Elle a dit qu'ils faisaient face à de graves problèmes financiers. Les problèmes de santé de mon père étaient réels et ils avaient du mal à s'en sortir. Elle a sorti des papiers montrant des factures médicales impayées, des avis d'agences de recouvrement, tout le tout team. J'ai regardé ces papiers et je n'ai rien ressenti. Aucune sympathie, aucune envie d'aider, rien. Ces gens m'avaient rejeté sur la base de mensonges. Ils avaient cru le pire de moi sans se poser de questions. Et quand ils avaient découvert la vérité, ils avaient été trop lâches pour réparer leur erreur. Je leur ai dit que je n'allais pas leur donner d'argent. Ma mère s'est mise à pleurer plus fort. Mon père s'est mis en colère, me demandant comment je pouvais être si sans cœur avec mes propres parents. Il a vraiment utilisé ce mot, sans cœur. Je me suis levé. J'en avais assez entendu. Je leur ai dit qu'à 17 ans, ils avaient fait leur choix. Ils avaient choisi de croire un mensonge plutôt que leur propre fils. Ils m'avaient mis à la porte sans rien et n'avaient jamais regardé en arrière. Ils m'avaient laissé me débrouiller et construire une vie à partir de zéro pendant qu'ils prétendaient que je n'existais pas. J'ai dit que lorsqu'ils ont découvert la vérité, ils avaient fait un autre choix. Ils avaient choisi leur fierté et leur honte plutôt que de faire ce qui était juste. Ils auraient pu m'appeler à n'importe quel moment au cours des 6 dernières années. Ils auraient pu s'excuser, essayer de reconstruire quelque chose, mais ils ne l'ont pas fait. Pas avant d'avoir besoin de quelque chose de moi. Je leur ai parlé de cette première nuit, à dormir dans le sous-sol de Jason, terrifié à l'idée que ses parents me trouvent et me mettent dehors à leur tour. De manger des nouilles instantanées pendant des semaines parce que c'était tout ce que je pouvais me permettre. De faire des doubles services au garage tout en finissant le lycée, si épuisé que je pouvais à peine garder les yeux ouverts en classe. Des nuits où je restais éveillé, me demandant ce que j'avais fait pour mériter d'être jeté comme un déchet. Ma mère a essayé de m'interrompre, disant qu'ils ne savaient pas que c'était si difficile. J'en ai ri. Bien sûr qu'ils ne le savaient pas. Ils n'ont jamais pris la peine de le découvrir. Ils n'ont jamais vérifié une seule fois si j'allais bien, si j'avais un endroit où dormir, si je mangeais. Ils ont juste supposé que je m'en sortirais, ou ils ne se souciaient pas assez pour se poser la question. Je leur ai parlé de Franck. De la façon dont un étranger m'avait montré plus de gentillesse et de soutien en un an qu'il ne l'avait fait en 17. De la façon dont il m'avait donné un foyer quand il m'avait pris le mien. De la façon dont il avait cru en moi quand eux ne l'avaient jamais fait. De la façon dont il m'avait appris que la famille, ce n'est pas une question de sang. C'est une question de présence. Le visage de mon père devenait de plus en plus rouge. Il a commencé à dire quelque chose sur le fait qu'ils avaient fait ce qu'ils pensaient être juste, qu'ils essayaient juste de protéger Vanessa. Je l'ai coupé. Je lui ai demandé en quoi mettre à la porte un innocent de 17 ans protéger qui que ce soit.
En quoi croire des mensonges sans poser de questions était faire ce qui était juste? En quoi abandonner son fils parce que c'était plus facile que d'admettre qu'on pouvait avoir tort, c'était être de bons parents? Ma mère pleurait toujours, mais maintenant elle essayait aussi de défendre leurs actions. Elle a dit quelque chose sur le fait que Vanessa avait été si convaincante, que les preuves semblaient réelles, qu'ils avaient eu peur et ne savaient pas quoi faire. Je lui ai dit qu'elle avait raison sur un point. Ils n'avaient pas su quoi faire, et au lieu de chercher à savoir, ils avaient choisi la facilité et s'étaient simplement débarrassés du problème. Je leur ai parlé de la honte que j'avais portée pendant des années, me demandant ce qui n'allait pas chez moi pour que mes propres parents puissent me jeter si facilement. Des nuits où j'avais rejoué cette dernière conversation encore et encore, essayant de comprendre ce que j'aurais pu dire de différent pour qu'ils me croient. Des séances de thérapie avec la fille de Franck, qui était conseillère, où j'avais travaillé sur les problèmes d'abandon qu'ils m'avaient laissés. Cela a attiré leur attention. Ma mère m'a demandé ce que je voulais dire par séance de thérapie. Je lui ai dit, oui, se faire mettre à la porte par ses parents sur la base de mensonges, ça a tendance à vous perturber un peu. Il m'a fallu des années pour surmonter les problèmes de confiance. La peur que toute personne à qui je tiens finisse par décider que je ne vaux pas la peine d'être gardé. Mon père s'est agité inconfortablement sur sa chaise. Je pouvais voir la culpabilité commencer à se lire sur son visage. Mais je n'avais pas encore fini. Je leur ai parlé de Rachel, de la façon dont il m'a fallu 3 ans de relation avec elle avant de pouvoir vraiment croire qu'elle ne me quitterait pas. De la façon dont je fais encore parfois des cauchemars où j'ai 17 ans et je suis sans abri. De la façon dont chaque succès que j'ai obtenu est teinté par le fait de savoir que mes propres parents avaient si peu d'estime pour moi. Ma mère a commencé à dire à quel point ils étaient désolés, comment ils aimeraient pouvoir revenir en arrière. Je lui ai dit que désolé n'était pas suffisant. Désolé ne me rend pas ces années. Désolé n'efface pas les dégâts. Désolé est juste un mot que les gens disent quand ils veulent se sentir mieux dans leur peau, sans vraiment réparer les choses. Ma mère a essayé de m'interrompre, disant qu'ils étaient toujours mes parents. Je l'ai coupé. Je leur ai dit qu'être un parent, ce n'est pas seulement une question de biologie. C'est être présent. C'est croire en son enfant même quand les choses vont mal. C'est les protéger et les soutenir. Ils n'avaient rien fait de tout ça. Ils avaient échoué dans les aspects les plus fondamentaux de la parentalité. J'ai dit que j'avais passé 8 ans à construire une vie sans eux. Et que je m'en étais très bien sorti, mieux que bien. J'avais une entreprise dont j'étais fier, des gens qui tenaient vraiment à moi, et un avenir que j'avais construit de mes propres mains. Je n'avais pas besoin d'eux à l'époque, et je n'ai pas besoin d'eux maintenant. Je leur ai parlé de Brandon, le jeune que je prenais sous mon aile au garage. De la façon dont ses parents pensaient que travailler sur les voitures était indigne de lui, tout comme les miens l'avaient pensé. De la façon dont je m'assurais qu'il sache que ses intérêts et ses talents avaient de la valeur, qu'il n'avait besoin de la permission de personne pour poursuivre ce qu'il aimait. De la façon dont j'étais pour lui ce que Franck avait été pour moi, ce qu'ils auraient dû être pour moi. Ma mère a tendu la main comme si elle allait toucher mon bras. J'ai reculé. Je lui ai dit qu'elle avait perdu ce droit le jour où elle avait cru les mensonges de Vanessa sans poser de questions, quand elle avait pleuré sur les fausses blessures de Vanessa au lieu d'écouter la vérité de son fils. Mon père a commencé à crier au sujet du respect et de l'obligation familiale. Je l'ai juste regardé. Ce vieil homme, qui me paraissait si intimidant autrefois, avait maintenant l'air petit et amer. Je lui ai dit que le respect se mérite, il ne s'exige pas. Et il n'avait rien mérité de ma part. Je leur ai parlé du jour où j'ai acheté ma maison. Comment je me tenais dans le salon vide et réalisais que j'avais fait quelque chose que la plupart des gens de mon âge n'avaient pas fait. J'avais acheté une maison, seul, avec de l'argent que j'avais gagné par mon dur labeur. Sans l'aide de personne. Et à ce moment-là, je me suis senti fier de moi pour la première fois depuis des années. Pas à cause de ce qu'il pensait, mais malgré ce qu'il m'avait fait. J'ai dit que c'était ça qu'il n'avait jamais compris. Il pensait que me mettre à la porte me briserait, prouverait que je ne pouvais pas m'en sortir sans eux. Au lieu de ça, ça a prouvé que je le pouvais. Chaque jour où je me réveillais et gérais ma vie était la preuve que je n'avais pas besoin de leur approbation ou de leur soutien. Cette indépendance valait plus que toute relation avec eux ne pourrait jamais l'être. Je me suis dirigé vers la porte. Ma mère pleurait toujours, me demandant de ne pas partir comme ça. Je me suis retourné une dernière fois. J'ai dit que je leur pardonnais. Non pas parce qu'ils le méritaient, mais parce que j'étais fatigué de porter une colère qui ne faisait de mal qu'à moi. Mais le pardon ne signifiait pas la réconciliation.
Ça ne voulait pas dire que je leur devais quoi que ce soit. Ça signifiait que je laissais aller ce qu'ils avaient fait, pour que je puisse avancer sans que cela ne me pèse. Je leur ai dit qu'ils avaient fait leur choix et que maintenant, ils devaient vivre avec les conséquences, tout comme j'avais dû vivre avec leur choix quand j'avais 17 ans. Puis je suis parti. Le trajet du retour était différent de celui de l'aller. Plus léger, en quelque sorte. Rachel avait raison. J'avais besoin de cette conclusion. J'avais besoin de les regarder dans les yeux et de leur dire exactement ce que je ressentais. J'avais passé des années à me demander si j'avais eu tort de couper les ponts, si j'aurais peut-être dû essayer plus fort de leur faire comprendre. Maintenant, je savais que je n'avais pas eu tort. Si. Quand je suis rentré à la maison, Rachel m'attendait. Elle n'a pas demandé comment ça s'était passé. Elle m'a juste pris dans ses bras et m'a laissé tout digérer. Plus tard dans la soirée, je lui ai raconté toute l'histoire. Elle a dit qu'elle était fière de moi d'y être allée, d'avoir dit ce que j'avais besoin de dire. Ma mère a essayé d'appeler encore quelques fois au cours des semaines suivantes. Je n'ai pas répondu. Finalement, les appels ont cessé. J'ai entendu par des connaissances communes qu'ils avaient dû vendre leur maison et déménager dans un appartement plus petit. Une partie de moi s'est sentie mal à ce sujet, mais la plupart du temps, je me sentais juste indifférent. La vie a continué. Le garage a continué de croître. J'ai embauché un autre mécanicien, puis un autre. Nous nous sommes agrandis dans un bâtiment plus grand. J'ai commencé à donner des cours le week-end à l'école professionnelle locale, montrant aux jeunes que l'université n'est pas le seul chemin vers une bonne carrière. Un de ces jeunes me rappelait beaucoup moi-même à cet âge. Il s'appelait Brandon. Il avait 17 ans, adorait travailler sur les voitures, et ses parents pensaient qu'il gaspillait son potentiel. Je l'ai pris sous mon aile de la même manière que Frank l'avait fait pour moi. Je lui ai appris tout ce que je savais, je lui ai donné un travail au garage, et je me suis assuré qu'il sache que sa passion pour la mécanique n'était pas quelque chose dont il devait avoir honte. Environ un an après cette visite chez mes parents, j'ai reçu une lettre par la poste. Elle venait de Vanessa. L'écriture sur l'enveloppe était tremblante, pas comme l'écriture parfaite qu'elle avait l'habitude d'avoir. J'ai failli la jeter sans la lire. Mais la curiosité l'a encore emportée. La lettre était longue, des pages où elle essayait d'expliquer pourquoi elle avait fait ce qu'elle avait fait. Elle parlait de se sentir négligée, de la façon dont les attentes de nos parents l'avaient écrasée, de la jalousie qu'elle éprouvait face à la facilité avec laquelle je semblais gérer le fait de ne pas être le favori. Elle a dit qu'elle avait fait une terrible erreur et qu'elle avait eu trop honte pour y faire face. Elle a écrit qu'elle suivait un traitement pour des problèmes de santé mentale et que ses médecins l'avaient encouragée à contacter et à s'excuser auprès des personnes qu'elle avait blessées. Elle a dit qu'elle n'attendait pas de pardon, mais qu'elle voulait que je sache qu'elle était désolée, qu'elle avait ruiné mon adolescence et m'avait causé une douleur que je ne méritais pas. La lettre se terminait en disant qu'elle avait entendu parler de mon succès et qu'elle était heureuse que j'ai construit une belle vie malgré ce qu'elle avait fait. Elle a dit qu'elle ne me contacterait plus, à moins que je ne le veuille. Elle voulait juste que je sache qu'elle était désolée. J'ai lu cette lettre 3 fois. Puis je l'ai mise dans un tiroir et je n'y ai pas pensé pendant un moment. Finalement, j'ai répondu. Juste un court mot disant que j'avais reçu sa lettre et que j'appréciais les excuses. Je lui ai dit que j'espérais qu'elle obtenait l'aide dont elle avait besoin. Je n'ai pas dit que je lui pardonnais et je n'ai pas dit que je voulais reconstruire une relation. J'ai juste accusé réception de son geste. Elle n'a jamais répondu, et ça me convenait. Certaines relations ne sont pas faites pour être réparées. Certains ponts sont mieux laissés brûler. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement. Cela aide vraiment la chaîne et nous aide à vous apporter plus d'histoires, et de meilleures histoires. Merci.